sais bien que ça va encore t'énerver, le café. J'aime le cinéma lorsqu'il est insolent. Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Thelma et Louise travaillaient à deux, et c'était les meilleurs. On va perdre du temps. On est tous mortels. Mais c'est complètement stupide. Ce café froid depuis 2 heures. J'y ai même mis mes cendres. On va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là tout le temps, tous les jours. Vous avez fait comment, alors? On a fait l'amour. Non, mais oui, non. C'est une fille. Oui. Ah, c'est bien, tant mieux. T'as pas peur d'être jalouse? Jalouse de quoi? C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille? D'imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif. Non, tiens ton air, retiens ton air. Arrête de rigoler, toi. Ouais, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte. Ça va, hein, toi tu peux vivre ta vie. Moi je fais tout le boulot et je suis obèse. Putain, avoir une fille, on est des filles. Je sais même pas si on saurait être modèle pour elle. Ben quand même. Et il est à qui ce bébé? C'est moi le papa, ça te va? On fait ça ensemble. Que ce soit toi ou moi, c'est pareil. C'est merveilleux d'être enceinte. Peut-être qu'être mère commence par être présente. De l'amour. Faut qu'on sente l'amour. Céline attend l'arrivée de son premier enfant, mais elle n'est pas enceinte. Dans 3 mois, c'est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses proches et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité. Ok. On peut y aller? Oui, carrément. C'est bon, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Café Froid. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec Alice Douard pour parler de son film L'épreuve d'amour. Et donc, est-ce que tu pourrais commencer un peu par te présenter et nous parler de ton parcours globalement? Bonjour, merci de me recevoir. Moi, j'ai fait la FEMIS dans le département réalisation. Et puis après, j'ai commencé à faire des courts-métrages. Et en parallèle, je travaille au poste de script sur des courts puis des longs pour faire mes armes et pour gagner ma vie aussi. Et puis j'ai réalisé donc un premier long-métrage qui s'appelle D'épreuve d'amour et qui est en ce moment au cinéma. Du coup, nous, aujourd'hui, on est là pour parler de votre film, D'épreuve d'amour. Alors, c'est un film qui aborde la maternité chez un couple de 2 femmes. Et donc, on voulait savoir un peu... comment vous est venue l'idée de faire ce film, qui a été un sujet d'abord abordé dans un de vos courts-métrages, Dans l'attente, qui a eu le César d'ailleurs l'année dernière, du meilleur court-métrage. Et donc on voulait savoir est-ce que ça vous a inspiré d'avoir le court-métrage, d'avoir le César pour le court-métrage, est-ce que ça vous a donné envie d'en faire un long? Et comment vous est venue un peu cette idée Alors oui, c'est 2 films un peu parallèles sur ce sujet-là qui est 2 femmes font famille ensemble. Le cours, c'est vraiment un huis clos dans une maternité les quelques heures qui précèdent la naissance pour parler de ce dernier moment à 2 avant d'être à 3 et quelle est la place de celle qui ne va pas enfanter. Et le long métrage est beaucoup plus romanesque, beaucoup plus développé et c'est un autre couple. Donc c'est le même sujet mais c'est une autre trajectoire, une autre temporalité et un autre couple. Et en fait, j'ai écrit les 2 films plus ou moins en même temps. Le court s'est financé, je commençais à écrire le long, puis j'ai tourné le court, puis avant le montage, j'ai repris l'écriture du long. Enfin voilà, c'est des films qui sont un peu cousins. Je pense que le César, de toute façon, le film allait se tourner. Le César a juste permis d'augmenter un peu le financement du film et sans doute de le placer sous un regard intéressant pour nous. C'est-à-dire que le film était un peu dans les radars parce qu'il y avait eu cette récompense avant, j'imagine. Et donc voilà, c'est 2 propositions différentes. Au niveau de la temporalité du film, D'épreuve d'amour, ça se passe dans une temporalité qui est avant que l'on puisse accéder donc à la PMA en France, parce que du coup les protagonistes ont recours à cette pratique au Danemark, c'est ça? Moi je me posais la question par rapport quand l'idée elle émerge dans votre tête à ce moment-là, est-ce que c'était comment ça se passait en France au niveau de la PMA, etc. Et est-ce que votre film il avait peut-être une dimension un peu militant à ce moment-là, dans la genèse, etc. Oui, mais c'est vrai que moi quand j'ai commencé à écrire ces 2 scénarios, c'était en 2020. Et donc c'est dans ce
ce temps où, en fait, pour que deux femmes fassent ensemble un enfant, la seconde mère doit passer par un parcours d'adoption. En 2021, les choses ont un peu changé avec la loi bioéthique. Une reconnaissance anticipée est possible pour l'autre mère. Et je me suis demandé à ce moment-là, comme j'étais encore en écriture, est-ce que je change aussi mon récit ? Enfin, c'est-à-dire que je l'adapte. Et en même temps, je trouvais très intéressant de raconter ce parcours d'adoption parce que je ne l'avais pas vu au cinéma déjà. Et aussi parce que c'était vraiment une trame romanesque et pour moi une trame de cinéma, que de récolter ces témoignages de gens autour de ce couple, parce que ça plaçait mes personnages sous divers regards. Et la question du regard, elle est centrale dans ce film, c'est comment sont regardés ces personnages. Et donc ma réponse pendant l'écriture, ça a été plutôt de revenir en arrière et de dire tiens, ça va se passer en 2014 et pas en 2020, et je vais faire de ces personnages des pionnières, en tout cas elles font partie des premières qui auraient fait ça de manière légale en France, parce que d'autres femmes avaient fait des enfants avant la loi Taubira ensemble. Ça en fait d'une certaine manière un film d'époque, en tout cas un film historique que j'ai l'impression qu'il n'a pas existé dans cette période, quoi. Nous, c'est ce qui nous a beaucoup plu en fait en premier lieu quand on a vu votre film. Donc nous, on l'avait vu à Cannes et on s'est dit que c'était une représentation dont on avait besoin parce que c'était la première fois qu'on voyait quelque chose qui se plaçait justement à ce moment de un couple lesbien dans la maternité. Donc je me demandais comment est-ce que, parce que souvent donc les films queer, on est un peu dans ce schéma du coming out, de l'adolescence, etc. Et vous, quand vous êtes arrivé avec cette proposition-là, comment est-ce qu'elle a été reçue et comment vous avez pu un peu prouver votre place dans l'industrie par rapport à ça, etc. C'est sûr qu'il y avait pas mal d'enjeux parce que d'abord c'était un film d'époque, on me disait ah bon mais alors du coup c'est déjà passé ce que vous racontez, donc ça a été dur un peu à défendre. Ensuite le film est assez hybride parce que rapidement on part de ce film là politique avec un sujet très spécifique pour arriver à une universalité, c'est quoi d'être parent pour la première fois, donc il y avait aussi une proposition de dire c'est pas un film pédagogique où on explique ce que c'est le PMA, on explique ce que c'est que l'adoption et on est que là-dedans. Pour moi c'était un film surtout où on incarne des filles qui vivent, qui s'aiment. Et la proposition, c'était de dire on remet l'amour au centre. On remet l'amour au centre de nos récits, puisque l'amour nous en prive, parce qu'on est toujours dans des caricatures, on est assez violenté, et c'est comme si on ne faisait pas des enfants par amour, quoi. Donc la proposition, elle était de faire un film universel. Et ça, on me disait, oui, ça a beau être universel, c'est compliqué, parce que deux femmes qui font un enfant, ça ne concernera que les femmes. Enfin, voilà, il y a quand même un endroit du marché où c'est difficile à vendre, ce genre de projet. Et après, en France, on a un système quand même très vertueux de financement qui fait que les financements publics, on les a eu facilement. On a eu l'avance sur recette parce qu'ils trouvaient que le scénario était bien et qu'eux, ils ne réfléchissent pas que marché. On a eu le soutien de la région Aquitaine. Et puis après, on a quand même eu Canal+, France 2, un distributeur. Voilà, ça reste un petit film au sens où c'est une petite économie, mais le film existe. Et ça, on peut s'en réjouir. Et il y a pas mal de films lesbiens qui existent cet automne, donc avec différents budgets, différentes difficultés de financement, mais les films, ils existent. Et ça, c'est très réjouissant. On se posait aussi la question vu qu'il y a de plus en plus de films qui représentent des couples lesbiens ou gays, etc. Mais il y a aussi cet enjeu comment on représente une scène de sexe à l'écran quand on en a de plus en plus besoin aujourd'hui. Enfin, il y a aussi pas de l'ordre d'une mission, mais comment on se dit quand on fait un film, ok, je veux le représenter comme ça. Enfin, est-ce qu'il y a des partis pris qui sont faits? Comment aussi au niveau de la coordinatrice d'intimité ça s'est passé? Enfin, voilà. Ouais, alors je dois dire que moi, au départ, il n'y avait pas de scène de sexe dans le scénario parce que je pense que j'avais une pudeur à cet endroit. J'avais peur sans doute de la rater d'un point de vue de cinéma. Et en fait, c'est Monia Chokri qui m'a dit mais quand même, elles font pas l'amour ces filles. Je lui dis si, mais je sais pas si j'ai envie de le montrer. Elle me dit je crois qu'il faudrait que tu réfléchisses à le montrer. Et donc j'y ai pensé et je me suis dit elle a raison parce qu'en plus c'est une scène d'amour avec une des deux femmes qui est enceinte. Et c'est pas un truc qu'on voit aussi beaucoup. Et en plus c'est celle qui est enceinte qui a du désir. Donc je trouvais ça assez beau de le filmer comme ça. Et donc on a réfléchi ensemble, moi j'ai chorégraphié, je leur ai dit voilà ce qui m'intéresse, moi c'est l'avant, c'est votre envie, c'est de sentir que vous vous aimez et que la sexualité en fait fait partie de votre amour. Et ensuite quand ça va devenir plus concret, moi j'aimerais jouer un fondu au noir, vous allez fermer un rideau et on joue sur la frustration du spectateur qui peut-être aimerait en voir plus mais il n'en verra pas plus. Et donc j'ai proposé aux filles de travailler avec une coordinatrice d'intimité et elles m'ont dit bah non parce que tout ce que tu nous décris c'est hyper précis, on sait exactement ce qu'on va faire et on se sentira mieux si on est qu'à 3 plutôt qu'il y a un intermédiaire qui risque de compliquer. On l'a fait en bonne intelligence, en petite équipe. Et puis on avait aussi ce truc de Monia, un faux ventre et une fausse poitrine. Donc ça permettait aussi d'être dans l'artifice même à ce moment-là. Je pense que ça mettait comme une protection. Et puis
les filles ont confiance l'une en l'autre. Enfin, ça a fonctionné. Je pense que c'était pas du tout une des scènes les plus dures à tourner pour elle, en tout cas. C'est donc un film qui aborde aussi la maternité, ce qui peut être un moment qui peut apporter des difficultés pour une femme personnellement, mais aussi au sein d'un couple. Et là, d'autant plus au sein d'un couple lesbienne. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y en a une des deux qui ne porte pas l'enfant et que du coup, ça peut créer un peu des tensions quelque part. Donc, je me demandais quelles sont les problématiques que vous avez voulu aborder de par cette question de la maternité et de la grossesse au sein du couple, et particulièrement du coup au sein d'un couple lesbien. Et je pense qu'un couple qui va avoir un enfant, ça les chamboule. Enfin, c'est quand même un bouleversement, et surtout quand c'est un premier enfant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un vertige, on se dit quels parents on va être, comment notre vie va changer, on a plein de trucs à acheter, et puis la question de l'argent, la question de comment on va faire pour mener des carrières, enfin tout ça est évoqué dans le film. Et la spécificité de ce couple lesbien, c'est que l'une aurait pu être l'autre. Il y a eu aussi cette question de qui porte l'enfant et quelle confiance du coup celle qui ne porte pas doit donner à celle qui porte, et inversement. Et voilà, le film joue sur ce motif de l'une aurait pu être l'autre en fait. Et la Rumpf qui incarne Céline est du côté des pères, on va dire, donc les hommes peuvent se reconnaître dans ce personnage, mais elle, ça lui pose en plus la question de, j'imagine à un moment, la jalousie, la peur, l'illégitimité, enfin la mise en danger. Et notamment à cause de cette question légale, parce qu'elle ne sera pas la mère officielle et légale pendant tout le temps de l'adoption, qui peut durer en fait plusieurs années. Aussi, on se posait la question par rapport à les deux actrices que vous avez choisies. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous aviez déjà en tête que vous vouliez travailler avec ces deux personnes, ou alors vous êtes passé par un casting classique Moi, j'avais envie de tourner avec Ella Rumpf depuis assez longtemps. J'avais écrit différents trucs pour elle, mais c'était jamais assez bien, je crois. Et puis à un moment, quand j'ai eu celui-là, j'ai vraiment eu envie de lui proposer. D'autant que je savais par rapport au cours que mon court-métrage, c'était avec Clotilde M et Laetitia Doche, qui sont deux comédiennes géniales que j'adore. Mais je savais que les problématiques ne marcheraient pas avec ce couple, qu'il fallait un couple un peu différent. Et donc j'avais Ella en tête assez tôt pendant l'écriture du long. Et Monia est arrivée après. J'attendais qu'Ella me dise oui, pour savoir avec qui je l'accorde, parce que si Ella me disait pas oui, je pouvais pas demander à Monia, enfin voilà. Et mon envie, c'était de créer un couple de cinéma un peu singulier, des filles un peu voilà, qui sont différentes l'une de l'autre mais qui marchent ensemble, et ça a été un gros enjeu quoi, ce casting. Donc et là c'était un peu évident, et Monia, j'ai mis du temps à trouver l'idée en fait, et je trouve que l'idée elle est super, parce que Monia l'amène en plus, je trouve, beaucoup de modernité sur la femme enceinte. Elle a un côté très je sais pas, très contemporain, très à l'aise, même peut-être une forme de virilité à un endroit. Enfin, je trouve qu'elle casse un truc de la femme enceinte. Donc je les aime très fort toutes les deux. Et puis Noémie Lowski, j'avais écrit pour elle aussi. Et elle m'a dit oui la première. En fait, j'avais même pas proposé à Ella encore quand j'ai proposé à Noémie, qui joue donc Marguerite la pianiste, et que j'adore, et qui a beaucoup travaillé pour ce rôle, quoi. Et moi, je me posais aussi la question de... est-ce que vous travaillez avec de l'improvisation, ou vraiment vous aviez votre scénario qui était tout écrit et vous vous basez vraiment sur le scénario, où les actrices elles avaient quand même une possibilité de créer un peu un moment toutes les deux Moi, je marche bien avec le texte, quoi. J'aime bien que les mots soient assez respectés. Pour autant, il y a des séquences où il faut s'adapter, il faut être un peu plus souple. Par exemple, quand on tourne avec des enfants, il faut qu'il y ait quand même une petite marge d'improvisation possible. Et puis après, dans ce qu'on a travaillé avec elle en impro, c'était plus la façon de se toucher, de se regarder. Ça, il fallait qu'elles trouvent leur musique à elles, et elles m'ont proposé que des trucs super. Ou quand t'es là, dans les silences, dans des regards, elles me proposent différents regards. Voilà, il y a évidemment mille choses qui viennent d'elles. Mais sur le texte pur, il n'y a pas tant d'impro que ça, en fait. Pas beaucoup. Mais Noémie Lowski, par exemple, qui respectait son texte, elle voulait toujours à un moment faire ce qu'elle appelait une prise freestyle, et c'était son plaisir, et donc c'était freestyle dans la direction, c'est-à-dire qu'elle faisait que ce qu'elle voulait, et même dans le texte, elle se permettait des choses et tout ça, et il y a des choses qu'on a gardées de ça, c'était intéressant. Tout à l'heure, vous aviez dit comme quoi ce qui était au centre de ce film, donc c'était l'amour, et donc c'est très important que les deux actrices, elles aient une alchimie entre elles. Comment est-ce que vous avez créé cette alchimie sur le tournage ? Et par exemple, je me demandais, mais vous avez commencé par tourner quelle scène pour les mettre en confiance, Est-ce qu'elles se sont rencontrées avant, etc. La chance de l'alchimie, c'est que ça se passe entre elles. Donc, elles sont actrices, et moi, les directions que je donnais, c'était par exemple, pour moi, l'amour, c'est l'admiration. Quand vous regardez, il faut que vous vous admiriez, parce que je trouve que c'est ça qui rend les choses crédibles. Mais il fallait aussi qu'il y ait un truc quotidien, parce que c'est pas une comédie romantique avec une rencontre. En fait, elles sont ensemble depuis longtemps, donc il fallait aussi qu'on croie à la longévité de ce couple, et donc avec un côté parfois un peu prosaïque du quotidien, de faire les courses et de dire je t'ai piqué ta culotte et des trucs comme ça. Puis qu'est-ce que je disais, que oui, la chimie, elle marche la chance
pense, c'est qu'elles se plaisaient beaucoup, quoi. Elles n'ont pas eu beaucoup à se forcer, je crois, pour jouer ce couple, quoi. Il y avait un truc où il y avait une évidence un peu. Et on a passé pas mal de temps ensemble avant de tourner. On n'a pas tant répété. On a lu les séquences un peu à plat. On a changé un peu des mots et des petits trucs voilà, pour ajuster. Mais surtout, des fois, on se disait, tiens, on se voit pour répéter. On passait la journée ensemble. On n'avait pas travaillé. Mais en fait, c'est quand même du travail parce qu'on se racontait nos vies, on peut passer du temps, on parlait de plein de choses et c'est une façon de se connaître et de créer une intimité entre nous trois et en fait c'était une bonne façon de travailler. On n'a pas usé le texte mais par contre on s'est rencontrés. Pareil, un jour chez Noémie, on est allé avec les filles chez Noémie Lovski pour répéter la scène qu'elles ont à trois et ben en fait on a parlé de tout, de plein de choses sauf qu'on a voilà, on n'a pas bossé quoi. Et en fait c'est quand même du travail, c'est des moments qui sont précieux. Et puis avec Ella, toutes les deux on est pas mal allées en club parce que je voulais lui montrer les gens, les endroits, lui montrer des DJ que j'aimais bien. Je lui disais, tu vois, ça j'adore, faudrait prendre ça c'est moins bien. Donc le gros du travail, c'était de discuter, de faire la fête, donc c'était pas mal. Dans le film, donc c'est des questions qui sont abordées quand même avec pas mal d'humour, enfin il y a un côté qui est comique. Et est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez vraiment faire ressortir ou qui arrivait au fur et à mesure que vous tourniez en fait Non, les scènes de comédie elles étaient très écrites et la peur qu'on a c'est plutôt que ça marche pas et que ça fasse pas rire. Et moi la première fois que j'ai montré le film en public c'était du coup au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique et la salle se marrait à fond. Et j'étais soulagée parce que je me disais si on comprend pas que c'est drôle, c'est terrifiant. Et donc voilà, c'est un texte et puis une rythmique et puis surtout c'est des comédiens qui ont capté ça. Par exemple Hamza Mediani qui joue le jeune médecin, qui est vraiment un acteur génial. Aude Pépin et Philippe Petit qui jouent le couple qui a 2 enfants. Enfin toutes ces scènes de comédie, c'est aussi parce qu'elles sont incarnées par des acteurs trop bien qui ont capté le truc rythmique et qui jouent très bien quoi. Vous avez parlé du coup de musique que les actrices avaient pu choisir et même vous de DJ. Et là on a la mère qui est pianiste. Et du coup, on se demandait un peu, c'est quoi votre rapport à la musique avec ce film? Quelle place ça a pour vous? Quelle importance ça prend dans la création? Et moi, j'aime bien filmer ou comme spectatrice, voir des personnages qui jouent ou qui écoutent de la musique. J'avais filmé des filles qui jouent de la guitare ou de l'accordéon dans des courts-métrages que j'ai fait avant. Et j'avais très envie de filmer une femme pianiste depuis longtemps. Et quand j'écris, j'écoute pas mal de musique, pas au moment où j'écris, mais dans les à côté. C'est-à-dire dès que je lâche mon ordinateur, je vais marcher ou je vais courir et j'ai toujours de la musique. Et il y a une espèce de BO qui se crée dans mon temps d'écriture. Et là, c'était beaucoup des morceaux d'un artiste qui s'appelle Chapelier Fou. Il y a 3 de ces morceaux dans le film parce que j'adore sa musique. Et puis après, il y avait Beethoven et Chopin et des morceaux électro parce que c'était une période quand j'écrivais où j'allais beaucoup en club avec ma femme et puis avec Ella Rumpf après puisque en fait elle est devenue DJ parce que en fait j'arrêtais pas d'aller en club, je me disais mais c'est ça qu'il faut qu'elle fasse en fait et donc la musique c'était aussi une façon dans le scénario qui est très dialogué d'avoir des moments plus silencieux ou musicaux et de créer une espèce de lien mère-fille qui est silencieux, qui est pas dit quoi entre Noémie Lovski et Ella Rumpf. Leurs personnages elles font le même métier en fait, donc il y a un héritage commun et malgré l'absence ou les regrets de relations qui n'ont pas complètement fonctionné, il y a quand même ça. Elles sont toutes les 2 musiciennes. Et je trouvais ça assez beau que l'électro et le classique se répondent dans des scènes un peu miroirs, quoi. Et justement, par rapport à moi, une des scènes qui m'a beaucoup marquée, c'est la scène de l'orage, parce que l'image, elle est sublime dans cette scène. Et on se demandait comment est-ce que déjà vous avez appréhendé le côté photographique du film, et comment est-ce que vous avez travaillé avec votre chef opérateur, etc. Alors l'orage, c'est un coup de bol, c'est qu'il y a eu un orage à ce moment-là. J'aurais pas pu écrire, tiens, il y a une dispute et il y a de l'orage. Je pense que j'aurais trouvé ça ringard de l'écrire, mais de fait c'est arrivé, donc on en a joué. Et ce qui était génial, c'est que c'était une pluie d'éclairs. Enfin, c'est ce qu'on voit dans le film, en fait, il y a les éclairs et ça ne s'arrête pas. Et donc ça, c'est là qu'il y a eu l'intelligence de voir ces éclairs, de prendre une clope et de sortir sur le balcon, de mon équipe de la suivre et nous tous en disant vas-y continue, vas-y rallume la clope, vas-y tourne-toi, on fait un petit contre-champ là, tac, enfin vraiment à tourner hyper schlag en 5 minutes parce qu'on savait que ça allait pas durer. Du coup, c'est dans le film et bon, ça c'est les hasards météo, les hasards de tournage. Souvent, la météo est un problème. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de météo à Paris, donc on a dû couper des choses à cause de la pluie. Et à l'inverse, des fois, il y a une météo un peu magique, comme quand il y a de la neige dans un film, d'un coup il neige. Bon, voilà. Là, c'était un orage. Et le travail avec Jacques Giraud, le chef opérateur, c'est un travail en amont très très long. D'abord, on a mis du temps à trouver les optiques et la caméra qu'on voulait. On a fait beaucoup d'essais caméra chez Panavision. Comme c'est un film en 2013, moi je voulais un film un peu daté, mais tout ce qui est 2013-2014, c'est très numérique, c'est plat, c'est pas beau. Et en fait, au fur et à mesure, on a testé des trucs et on est allé vers des optiques anamorphiques qui sont des optiques qui normalement servent à faire du scope, mais on s'est dit on va rester en format 1.85, donc on va dire un format normal ou classique,
mais avec des optiques anamorphiques. Et donc, ça va créer une espèce d'aberration dans l'image. En fait, les contours, ils sont un peu flous et on est très centré du coup sur les visages. Et comme moi, je disais à Jacques, pour moi, ce film, c'est un portrait de cette fille qui attend un enfant sans le porter. Et la question du portrait, elle était hyper présente. Et donc, on est allé vers ce genre d'optique, ce genre d'image. Et puis surtout, en termes de couleurs, on voulait qu'il y ait un espèce de truc un peu tordu. Donc, on a tordu les couleurs à l'étalonnage. Les rouges sont légèrement oranges. Dans les bleus, il y a du gris. Et ce travail, on l'avait fait en amont pour que cette image ait cette patte. Et la plus grosse référence pour moi, c'est comme si on avait un Kodak et qu'on prenait un jetable et on prend une photo avec un flash en soirée. Et elle est un peu ratée, elle est un peu aberrante, mais il y a un truc très contemporain, très de l'instant et en même temps comme un souvenir. Voilà. Et ça, c'était les directions pour choisir quelle image on allait faire. Mais franchement, on a mis du temps à arriver là. C'est des tonnes et des tonnes d'essais, même des tonnes d'étalonnage. Avec Laurent Navarri aussi, qui est notre étalonneur et qui travaille à La Ruche. Enfin voilà, c'est une équipe aussi avec qui moi je travaille depuis longtemps et avec qui on a pu se donner ce temps-là. Et c'était hyper précieux parce que d'un coup, quand on a trouvé, on s'est dit waouh, ça va être super beau. Et c'était important pour moi de pas faire un film juste à sujet, mais de faire un film de cinéma. Et que ce couple soit un couple de cinéma. Je lui dis, on peut pas mal filmer des lesbiennes, ça suffit. Il faut qu'elles soient belles. Jacques qui est aussi le chef-op de Météor. Et donc tout à l'heure, vous avez évoqué Cannes. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre expérience, comment ça se prépare de montrer un film à Cannes? Est-ce que vous vous êtes préparé à recevoir un peu la critique qu'il y a eu autour du film? Bah déjà, on est dans l'attente de est-ce qu'on va être sélectionné et si oui, à quelle place. Et tout ça se fait vraiment, c'est des jours et des jours à attendre. Dire ah oui, ils ont vu, ils aiment bien, mais ils nous invitent pas encore, on sait pas et tout. C'est vraiment, c'est très dur quoi pour tous les réalisateurs. Et puis moi, je le vivais pour la première fois, donc c'était vachement angoissant. Donc on essaye de rester dans le travail et puis de se dire que ça va marcher à un moment. Nous, c'est Avaken et toute son équipe de la Semaine de la Critique qui nous ont sélectionnés. C'est un endroit génial parce que c'est un endroit accueillant, chaleureux pour les premiers films. Et on a été hyper bien entourés. Moi, j'appréhendais beaucoup d'aller à Cannes. J'avais peur d'une grande violence. Et la chance qu'on a eue, c'est d'abord qu'on a été très bien entourés par l'équipe d'Ava et aussi que le film a été très bien accueilli. Donc on s'est senti bien parce qu'on s'est dit... on est aimé et du coup c'est super quoi. Ce qui n'empêche pas qu'à un moment on monte les marches, que les photographes n'en ont rien à faire et qu'ils savent absolument pas qui on est et qu'il y a beaucoup d'humiliation. Mais moi j'avais été très mise en garde. Les attachés presse m'ont dit tu vas voir, tu vas monter les marches, les gens ne savent pas qui tu es, on va te demander de te pousser pour prendre des influenceuses en photo. Et c'est ce qui s'est passé, mais je le savais. Et je sais qu'il y a d'autres camarades, par exemple Louise Aymon qui a présenté L'Englouti. Elle n'était pas hyper prévenue, elle s'est fait à moitié virer du tapis, elle était un peu choquée quoi. Enfin c'est quand même un endroit particulier quoi. Et en même temps c'est là où il y a le plus beau cinéma du monde qui est trouvé, projeté, acheté pour qu'il soit diffusé dans le monde entier après. Donc c'est hyper émouvant quoi de dire mon premier film était à Cannes. Il y a des petits trucs difficiles, mais c'est quand même c'est une grande joie quoi surtout. Puis pour toute l'équipe qui l'a fait, c'est cool. Tout à l'heure, tu as parlé donc comme quoi c'était un peu difficile des fois de tourner en extérieur et donc là notamment à Paris. Et moi, il y a une scène dans le film qui m'a fait sourire. C'est une scène qui se passe à Place des Fêtes. Et donc je me demandais pourquoi cet endroit, pourquoi avoir choisi le 19e, 20e arrondissement. Et aussi, il y a tout... on les voit dans un petit appartement, les deux, etc. Qu'est-ce que ça dit un peu sur leurs conditions sociales et voilà. Oui, mais moi c'est un Paris que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'entre-deux-gares, les métros, les ponts, tout ce qui est métallique. Place des Fêtes, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ces tissus rouges pour le marché. Enfin, c'est que des endroits que je trouve très cinématographiques et j'ai vraiment pris le temps de chercher ces endroits, pour dire c'est ce Paris-là que je trouve beau à l'écran. Pour tourner à Paris, il faut tourner en micro-équipe, quoi. Faut être léger, un peu mobile et tout, parce que c'est quand même pas rien, quoi. Les gens aiment pas qu'il y ait des tournages, c'est difficile, il y a du monde partout. Moi, j'imaginais Paris 19, Paris 20 et après, c'est vrai que la question sociale, elle s'est beaucoup posée parce que je pense qu'il y a 1000 films à faire sur ces familles qui font ensemble un enfant. Ces filles, en l'occurrence, elles ont la chance de pouvoir aller au Danemark, ce qui a un coût pour aller chercher un donneur. C'est pas le cas de tout le monde, il y a des vraies inégalités. Enfin, maintenant, la PMA est légalisée en France, mais à l'époque, il y a des filles qui ont fait des enfants avec un copain, certaines parce qu'elles voulaient que ça se passe comme ça, mais pour d'autres parce qu'elles n'avaient pas de quoi aller payer une PMA ailleurs. Et ça a été un regret de ne pas l'aborder, et en même temps, je voulais pas que le film soit un film... Je pouvais pas parler de tout, sinon je perdais l'émotion et je perdais le cœur du sujet et le cœur de la romance. Mais du coup, je voulais que ces filles... Enfin, que la question de l'argent, elle soit... On se dit pas qu'elles sont
sont ni pauvres ni riches, c'est-à-dire qu'on essaye de gommer un peu ça en disant c'est des filles, on va dire lambda, qui se ruinent pour ça, parce que oui, c'est une ruine, on parle quand même du fait que c'est cher, mais on n'aborde pas tout ce côté social, de comment on fait pour avoir de l'argent pour faire une PMA, ce qui pour moi est un film en soi qu'il faudrait faire aussi, quoi. D'où le Paris 19e et pas 5e. On se demandait aussi pourquoi avoir choisi ce titre-là pour votre film, D'épreuve d'amour. Est-ce que c'est en rapport avec un moment particulier du film, ou alors c'est un titre que vous aviez depuis longtemps ? Le film, c'est longtemps appelé L'attente, comme... Enfin, il s'est pas longtemps appelé L'attente, mais il s'appelait L'attente quand j'ai commencé, puisque j'ai écrit les deux en parallèle. Et en fait, pour moi, comme c'était un autre film, je trouvais ça débile de l'appeler pareil. Puis je trouvais que ça pas très bien par ailleurs. Et j'ai une consultante qui a travaillé avec moi sur le traitement du scénario et qui à un moment a proposé L'épreuve d'amour. Et après, on a réfléchi d'épreuve d'amour. Et en fait, c'est elle qui a parlé de ça. Au début, je n'étais pas sûre. Et puis après, on l'a mis comme titre de travail. Et puis en fait, c'est resté. Et je la remercie parce que je trouve le titre très beau. D'abord parce qu'il y a le mot amour dedans. Et parce que c'est bizarre de prouver l'amour. Et que ça répond au dossier d'adoption, l'épreuve d'amour. Mais c'est en fait aussi, ça répond à tout ce qui circule entre les personnages, du couple, entre la mère et la fille. Je trouve que c'est un titre qui prend sens à plein d'endroits. Je suis très contente que ce titre existe. Je le dis parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé. On se demandait aussi de manière plus générale quelles sont tes inspirations pour le film, ou même pas forcément dans la vie un peu de tous les jours, tes films préférés, les réalisateurs que tu aimes beaucoup, etc. Il y en a plein. Vraiment, ceux que j'aime le plus et qui sont pour moi des rendez-vous de cinéma, c'est les films de Koreeda et les films de Christophe Honoré. Il y a aussi les films de Guy Roddy que j'attends, les films de Mia Hansen-Love, les films de Céline Sciamma, Qui Alerte. Ouais, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas mal de français, en fait. Je me rends compte, à part Koreeda, mais sinon, pas mal de français. Et puis après, les inspirations, c'est les gens que je rencontre, les lieux que je fréquente. Moi, j'adore chercher les décors, par exemple, pour les films. Et les lieux sont hyper importants pour moi, que j'aime bien prendre des photos dès que je vais dans un lieu que je trouve bien. Enfin, je fais un peu une espèce de petite collecte d'éléments pour le film suivant, même si je sais pas ce que le film suivant va raconter. Mais des éléments graphiques comme ça qui rentrent. Et puis la musique beaucoup aussi. Je rebondis vite fait parce que tu as dit que donc, une de tes inspirations, c'était Alain Guiraudy. Et nous, pareil, ça nous a fait beaucoup rire dans le film, la scène où il y a l'acteur, c'est Félix Kissil. La scène, elle est très drôle avec lui. Et donc, c'est pour ça, je pense que tu l'as choisi. On se demandait justement pourquoi lui et voilà. Félix Kissil, c'est un acteur avec qui on échange depuis très longtemps sans avoir travaillé ensemble. Parce que souvent, je l'ai vu dans des films et à chaque fois, je lui écrivais en disant je te trouve génial, quoi. Enfin, j'aimerais te voir plus et tout. Et effectivement, quand il a eu ce premier rôle chez Guy Roddy, d'abord, j'étais hyper contente pour lui parce que c'était vraiment un très très beau premier rôle, quoi. Et puis là, c'est juste qu'il m'a fait. Enfin, je lui ai dit est-ce que tu veux jouer? C'est qu'une scène, t'auras l'air un peu con, hein, tu vas voir. Tu vas lire, mais et je dis est-ce que tu me ferais l'amitié d'être là et tout, parce que ça fait longtemps qu'on veut bosser ensemble, on l'a pas fait et tout. Et il est venu vraiment au pied levé comme ça, et je le remercie parce que c'est un mec génial, un acteur génial, et il apporte beaucoup de comédie au film. Ouais. Moi, je trouvais ça aussi intéressant dans le film parce que vous abordez la maternité sous différentes figures. Enfin, il y a Céline qui a un rapport très compliqué avec sa mère, mais aussi Nadia, on voit que sa famille, ils sont un peu dysfonctionnels entre eux. Et comment vous avez abordé ça en fait au niveau du scénario? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez vraiment faire, voir un peu comment les deux elles abordaient la maternité en ayant elles-mêmes des mères et une famille dysfonctionnelle comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler? Oui, mais je pense que quand on devient parent, en fait, on regarde les autres parents qui existent déjà et puis on regarde surtout ses propres parents. Et d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a pas une mère pareil d'une famille à l'autre, pareil pour les pères d'ailleurs. Et j'aimais bien qu'il y ait des portraits de femmes très différents dans le film, quoi. Enfin, souvent, les femmes servent la soupe, quoi, dans les films, épousent le parcours d'un homme. Là, on voit tout un tas de femmes, plus ou moins dysfonctionnelles ou fonctionnelles. Enfin, en tout cas, on voit, en fait, il y a une multiplicité de formes de maternité possibles. Et c'est ce que le film aussi montre. Tous les personnages sont un peu malmenés aussi à des endroits, mais ils sont toujours sauvés aussi. Moi, de toute façon, je suis très admirative des femmes qui ont des enfants, parce que maintenant que j'en ai un, je trouve ça vachement dur et vachement beau. Il n'y a rien de plus beau, mais je trouve que c'est difficile et que la société nous demande beaucoup, à nous, les femmes, en tant que mères, les mères, la carrière, la féminité, tout ça. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup apporté quand même. Donc, vive les femmes. On se demandait aussi, du coup, vous écrivez, vous réalisez, et est-ce qu'il y a une étape de production du film sur laquelle vous êtes plus à l'aise ou que vous préférez ou... Voilà.
Moi, je crois que j'aime surtout le casting parce que j'adore proposer à des gens. En fait, je fais pas vraiment de casting. Là, tous les petits rôles secondaires, enfin tous les grands rôles secondaires, j'appelle des gens avec qui j'ai envie de travailler, que je connais ou pas, et je fais pas passer d'essai parce que j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas en fait dire non après. Je l'ai fait 1 ou 2 fois et je trouve ça terrible. Et j'aime bien vraiment me casser la tête en me disant si c'était lui, ce serait génial, c'était lui, ce serait génial, ou elle. Et ça m'arrive par contre des fois de demander que la personne soit n'est pas disponible, soit n'a pas envie. Et auquel cas, je change mon fusil d'épaule. En général, je prends quelqu'un qui a rien à voir et je réécris pour quelqu'un qui a rien à voir. Et ouais, chercher les acteurs, je crois que c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis après, il y a toute la construction esthétique quoi, entre le rapport costume, décor, image. Ça, c'est un travail fou qu'on fait pendant la prépa. Mais quand il y a un truc qui commence à se passer, qu'on se dit ça va être cette image-là, et puis les décors, ça va être ces tons-là, et puis qu'on commence à les avoir, les décors. Par exemple, l'appart des filles, qui est très graphique, il y a un balcon, elle circule entre le salon, le balcon, la chambre. On voit l'immeuble filmé de dehors, arrondi. Enfin, je sais pas si vous avez un souvenir de ça, mais c'est très graphique. Et on en a vu au moins 30 des apparts. Et on a dit, ça y est, là, il se passe un truc, quoi. En fait, le repérage, c'est pas la partie la plus marrante, parce que c'est hyper fastidieux, mais quand tu trouves un truc, c'est vraiment génial. Après, j'aime bien le montage aussi. Et est-ce que vous auriez une petite anecdote de tournage à nous raconter ou un moment qui vous a marqué ? En fait, il y en a plein, parce qu'il y a eu plein de... Non, mais comme il y a beaucoup de personnages qui viennent, que le tournage s'est renouvelé tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu la partie avec la mère, la partie avec le couple, puis ensuite tous les rôles secondaires. Moi, j'ai adoré tourner dans Paris, un peu en micro-équipe, un peu à l'arrache, notamment dans les métros, parce que j'ai trouvé ça... C'est trop beau de filmer le métro. C'était hyper technique, c'était un peu dur, mais c'était vraiment beau. Enfin, c'est vite payant, quoi. Et la rame dans un métro, c'est vite payant. Et anecdote, après, il y a le bébé dans le bain. Du coup, c'était 2 bébés, parce qu'on ne peut pas laisser un bébé trop longtemps dans l'eau. Donc, on avait des jumeaux, mais vraiment des vrais jumeaux. Donc, et là, switcher de bébé pour pouvoir faire cette scène de bain et tout. Donc, c'était, tout le monde était hyper concentré, parce que c'est pas rien de mettre un enfant dans l'eau. Et en même temps, le bébé était exceptionnel dans ses regards à Ella et tout. Enfin, et les deux, quoi. Et je disais au papa, mais ils jouent trop bien, tes fils, c'est les meilleurs du film, c'est les meilleurs du tournage. Donc ça, c'était chouette. Et puis après, moi, j'ai aimé tourner la scène You and Me quand elle chante en boîte de nuit. On est allé à Virage, qui est un club que j'adore. Et Rag qui nous a accueillis et qui nous a donné autorisation d'aller là-bas dans une vraie soirée. Et on a tourné ça. Les filles avaient des oreillettes où elles entendaient You and Me alors que c'était autre chose qui passait. Pour faire ce chant contre chant, presque regard caméra. Et en fait, elles regardaient la caméra, elles se regardaient pas l'une l'autre. Donc c'était à la fois hyper technique. Et nous, on se disait, putain, on a les 2 plans. Ouais, ça va marcher, ça va marcher. Enfin voilà. Pour moi, c'est toute la magie que tu fabriques un truc, tu fabriques ce regard. Alors qu'en fait, elle ne se regarde pas en vrai, puisque la caméra est à la place du personnage. Et tout ça dans une vraie fête et avec une toute autre ambiance. Et puis avec l'accueil de ces gens, par exemple, voilà, à Virage, Rag, elle nous accueille et on se sent en famille. Et on sait qu'elle va soutenir le projet. Et voilà, c'est tout ça, en fait, d'être accompagné, de sentir que le sujet, il est accompagné par des gens qui pensent que c'est utile. Et puis, je sais pas, j'ai tout aimé parce que l'équipe était géniale aussi. C'était un beau tournage, voilà, très, très beau tournage. Je me posais aussi la question de la fin du film. C'est une décision importante de savoir comment est-ce qu'on le termine. Pourquoi du coup avoir fait ce choix de terminer le film sur... Est-ce que c'est la fin de leur histoire ? Je sais pas trop comment poser ma question, mais... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, c'est pour moi, je voulais finir sur la rencontre parce que tout le film tend vers la rencontre avec ce bébé et tout le film tend à chercher des preuves pour le dossier d'adoption. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'une fois qu'elles sont 3 comme ça dans ce silence, en se disant elles vont être 3 pour la vie, elles rencontrent ce bébé. Pour moi, à ce moment-là, tout le côté administratif s'envole parce qu'il y a un truc sublime de... Et elle lui dit, Céline dit à sa femme Nadia, elle lui dit, t'as réussi. Enfin, c'est quand même... on peut admirer la personne qui accouche. Et ça y est, c'est parti en fait. L'adoption n'est même plus le sujet au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est l'enfant. Une fois que l'enfant est là, tu t'en occupes, que tu sois légalement parent ou pas. Et ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. À partir du moment où ma fille était là, il y avait plus la peur et il y avait plus l'illégitimité. Il n'y avait que le soin et le lien qui se crée dans ce soin, quoi. Est-ce que pour la suite, vous aimeriez réaliser des films ou alors revivre comme ça un projet comme celui-là J'espère que j'en ferai d'autres. Après, je pense que je vais faire une petite pause parce que c'est quand même pas rien. Ça prend vraiment du temps et une petite charge émotionnelle. Et puis j'espère surtout que j'accompagnerai d'autres projets en tant que script parce que j'aime beaucoup faire ça et j'ai hâte de retourner surtout sur un plateau avec une charge mentale un tout petit peu différente que d'être réalisatrice. Ouais. On se demandait aussi un peu par rapport du coup à votre rôle de réalisatrice et de faire un film lesbien et d'être une femme dans le milieu du cinéma. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que vous avez senti un enjeu par rapport au fait d'être une femme dans ce milieu-là ou pas tellement ? Moi, j'ai l'impression que quand on arrive auprès d'une équipe ou sur un plateau, on doit quand même prouver quelque chose. Peut-être contre un homme qui a une autorité d'office qu'éventuellement il peut perdre. Mais le réal arrive, une femme réal, il faut
Est-ce qu'elle est trop caractérielle? Est-ce qu'elle a assez bossé? Est-ce qu'il y a toujours un peu une suspicion quand même à un endroit, je trouve. Et je trouve que c'est difficile de garder le cap entre être très précis sur ce qu'on veut et donc avoir une certaine forme d'autorité, parce qu'on est quand même un capitaine et les gens ont besoin d'un capitaine sur un tournage. Et en même temps, rester à sa place, moi je suis plutôt gentille, mais des fois la gentillesse c'est mal perçu. Donc c'est un truc à trouver. Et puis le fait d'être une femme, moi j'essaye de pas me poser la question en me disant c'est plus dur, je vais mettre plus de temps à financer et tout, parce que je trouve que c'est déjà suffisamment difficile de faire des films. Enfin, je suis un peu dans le déni de ça, quoi. Je me présente comme réalisatrice sans me genrer, quoi. Ok, et donc nous on a l'habitude de finir nos épisodes sur une reco culture. Donc est-ce que vous auriez quelque chose à recommander? Ça peut être du cinéma, de la musique, de la littérature, tout ce que vous voulez, récent ou pas. Non, mais c'est hyper compliqué parce qu'en fait là, en étant en promo, on est complètement débile parce qu'on ne suit plus ni l'actualité culturelle, ni... Si, la reco, alors si, je vais aller voir avec ma femme et ma fille le ciné-concert de Chapelier Fou qui met en musique le film Le Roi et l'Oiseau, et c'est en décembre à la Scène Musicale, et je pense que ça va être assez exceptionnel au vu de la qualité du film et du musicien. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout. Merci à Alice Douard d'avoir pris le temps de nous rencontrer et de répondre à nos questions, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.